Je me présente, Hugo Prudhomme, ingénieur agronome, pays-culteur. J'étais référent du BPREA maraîchage biologique l'année dernière et je serai l'animateur de cette soirée. Donc, le CFPPA de Montmoreau a choisi d'exposer ce thème en conférence durant le Festival des Solidarités, car ses formateurs ont conscience que les impacts du changement climatique sont de plus en plus importants dans les activités agricoles. C'est pourquoi cette année, nous initions un module de formation sur le changement climatique avec comme thème principal quels impacts sur la production agricole et quelles alternatives pour adapter ces pratiques. Donc nos trois intervenants. Arnaud Brüller est le cofondateur du mouvement Résistance climatique. Il a travaillé chez Picard comme responsable RSE, responsable sociétal des entreprises, pendant 10 ans. Aujourd'hui convaincu qu'il est trop tard pour le développement durable, il accompagne les entreprises et les collectivités territoriales sur la voie de la résilience. En janvier paraîtra son premier ouvrage, Tous consommateurs, le guide pour changer son quotidien, aux éditions Rustica. Notre second intervenant, Jérôme Lamonica, est chargé de mission à la Chambre d'agriculture du Jura. Il fait partie du service adaptation au changement climatique, observation et prospection pour aller plus loin dans la connaissance des impacts du changement climatique sur l'agriculture d'un territoire. Il participe à la conception du module de formation avec le CFPPA de Montmoreau et il nous abordera en particulier la question de l'agriculture locale. Enfin, juste une petite observation. Je constate que parmi les trois intervenants, et de la même manière que de nombreux stagiaires en BPREA, les intervenants de ce soir ont changé ou évolué dans leur parcours professionnel afin de répondre à leurs convictions et aux enjeux du changement climatique. Je vais maintenant laisser la parole à Arnaud Brüller, qui va nous présenter de manière générale ce qu'est le changement climatique et les questions scientifiques avec les données du GIEC. Donc, comme disait Hugo, j'ai travaillé longtemps chez Picard et j'ai créé il y a 1 an à peu près un cabinet de conseil qui s'appelle Cacquesio Conseil. Donc juste pour la petite blague, Cacquesio, ça veut dire moustique en sologno puisque je viens de Sologne. Alors, je voulais commencer cette intervention en vous disant que je ne crois pas au réchauffement climatique. Est-ce que certains d'entre vous sont d'accord avec moi ? Personne. Bon, on va gagner beaucoup de temps. Ah, si, non ? Si, voilà. Donc, quand même, il y en a un. Donc, cette conférence va donc être pour toi. Non, en fait, je ne crois pas au réchauffement climatique. Évidemment, c'est une boutade, mais c'est pour dire à quel point il y a encore pas mal de gens qui le pensent et qu'il est toujours important d'expliquer ce qu'est le changement climatique, comment ça fonctionne, et que bien souvent on croit savoir ce qu'est le changement climatique sans bien comprendre ces mécanismes. Alors on peut poser la première question, est-ce que le changement climatique c'est une invention des Chinois ? Vous savez qu'il y a certains présidents de grands pays qui sont capables de dire ça, donc on peut se poser légitimement la question. Alors pour parler changement climatique et vérifier si c'est une invention des Chinois, il faut partir du commencement et regarder qu'à la base, tout ça est le fruit d'un astre qui s'appelle le Soleil et qui éclaire notre planète et d'autres planètes du système solaire. Est-ce que vous savez donc que l'énergie que le Soleil envoie à la surface de la planète en 1 heure, c'est la quantité d'énergie que vont consommer tous les habitants de la planète en 1 année. Ça vous donne déjà les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on consomme à peu près 1,8 millième de l'énergie solaire qui touche la planète. Ceci étant, donc là vous avez une représentation sous forme d'un cube. Le gros cube orange, c'est la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la Terre durant 1 année. Et le petit cube en bas à droite, consommation annuelle mondiale, c'est la consommation d'énergie que l'on consomme chaque année. Et après, les autres cubes, c'est les réserves au jour d'aujourd'hui en gaz, pétrole, charbon, uranium. Donc on voit que, au passage, la question des réserves d'énergie fossile est une vraie question. Et qu'il va arriver un moment où ces réserves vont poser problème. Bon, ceci étant, donc, il y a une grande quantité d'énergie solaire qui nous arrive sur la Terre. Et cette énergie, eh bien, elle arrive grosso modo au niveau de la surface de l'atmosphère. Une partie de cette énergie est renvoyée vers
l'espace, une partie est absorbée par la Terre, et cette énergie peut être donc renvoyée par la Terre sous forme d'infrarouge, et une partie de cette énergie va rebondir donc sur l'atmosphère pour revenir au niveau de l'enceinte atmosphérique. Et c'est ça en fait qui constitue le réchauffement, enfin qui constitue l'effet de serre. Et sans ce mécanisme naturel-là, il ferait moins 18 à la surface de la planète. Donc l'effet de serre, effectivement, est un phénomène naturel, normal, qui a toujours existé ou qui a existé depuis très longtemps sur la planète. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est du coup, pourquoi il y a un problème ? En fait, tout ça vient du... Vous voyez, en haut à gauche, vous avez un chiffre 342 watts par mètre carré, donc ça, c'est la quantité d'énergie qui arrive. Il y en a, et ça repart, donc 102 watts par mètre carré qui repart dans l'atmosphère, qui rebondit sur l'atmosphère, et 240 qui provient des émissions globalement de la Terre. Et en fait, tout le problème vient du petit cercle noir que vous avez en bas, là. C'est qu'en ajoutant un peu plus de gaz à effet de serre à ce niveau-là, on va générer ce qu'on appelle un forçage radiatif, c'est-à-dire qu'on va additionner un pouvoir de réchauffement. Il existe naturellement, mais on va ajouter quelque chose qui vient s'additionner à l'équilibre qui existait depuis des millions d'années. Et donc pour avoir un ordre de grandeur, en fait, ce forçage, donc cet effet additionnel, il est de 2,5 watts par mètre carré. Donc c'est très peu, c'est très très peu. 2,5 comparé aux 340 qui arrivent. Mais c'est ces 2,5 watts-là qui vont générer petit à petit un réchauffement. Et donc ces gaz, vous les connaissez sûrement, il y a le CO2 dont on parle beaucoup, dioxyde de carbone, il y a le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, NO2, et d'autres gaz un peu plus anecdotiques, mais qui participent donc à ce réchauffement. Alors, on peut se dire oui, mais le climat, il a toujours varié dans l'histoire de la planète. C'est vrai, il a toujours varié. Et là, vous avez une illustration de cette variation des derniers 800 000 ans, où vous voyez en fait que la température qui est en rouge, elle a toujours oscillé par période assez régulières, correspondant à des périodes glaciaires, interglaciaires, etc. On remarque autre chose sur ce graphique, c'est qu'il y a une corrélation assez marquante entre la forme de la courbe rouge et la forme des deux autres courbes, bleu qui est le dioxyde de carbone et vert qui est le méthane. Et donc ça constitue un premier indice pour nous montrer que ces gaz, CO2 et méthane, pourraient être liés à la fluctuation du climat. Et si on regarde plus récemment dans les 10 000 dernières années, eh bien on voit qu'il y a une explosion depuis vers la fin, dans la période très récente, il y a une explosion de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est passée en gros de 250 à près de 400 parties par million. Et donc ça, on le retrouve là à une échelle de temps plus récente, depuis 1860. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de la teneur de CO2 dans l'atmosphère, donc qui est la courbe grise en bas, et les anomalies, donc l'augmentation de la température de la surface de la planète. Alors on peut se dire oui, mais c'est-il vraiment de notre faute tout ça, quoi ? Est-ce que l'homme est vraiment en cause là-dedans ? Alors, pour répondre à cette question, on peut regarder cette première courbe qui compare l'élévation de température observée, qui est en noir, et l'élévation de température, les fluctuations de température qui sont liées aux facteurs naturels. Donc ces facteurs naturels, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit du changement d'orbite de la Terre, puisque la Terre oscille au cours des millénaires et des millions d'années, elle n'a pas un circuit constant autour du Soleil. L'activité solaire est un autre phénomène naturel. Vous savez que l'activité qu'il y a au sein du Soleil peut varier, donc il peut être plus ou moins chaud et nous envoyer plus ou moins de radiation. Et puis l'autre facteur naturel qui joue beaucoup, c'est les volcans, le volcanisme, qui a lui plutôt un effet négatif, s'il va avoir tendance à refroidir le climat, notamment parce qu'il va émettre des grandes quantités de suie et de ce qu'on appelle des aérosols,
qui vont en gros réfléchir la lumière et empêcher la lumière du soleil d'arriver sur la Terre. Sauf que ce qu'on voit, c'est que la ligne bleue, elle illustre justement que quand on combine ces trois facteurs naturels-là, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on observe dans la réalité. Donc finalement, ça ne suffit pas à expliquer ce qu'on observe. Et si, en revanche, on combine tous les facteurs, c'est-à-dire les facteurs naturels qu'on a vus précédemment et les facteurs humains, donc dans les facteurs humains, vous avez les gaz à effet de serre, ces fameux gaz dont on a parlé tout à l'heure, les aérosols, l'ozone, l'occupation des terres. Si on combine tout ça, on voit qu'il y a une corrélation parfaite entre la fluctuation de température observée et celle qui est générée par la combinaison de tous les facteurs. Donc voilà, ça c'est pour vraiment faire sauter un certain nombre d'arguments qui tournent encore sur le fait que c'est des facteurs naturels qui expliqueraient le changement climatique. Non, ils ont été pris en compte par les scientifiques du GIEC et malgré cette prise en compte, on confirme bien que l'activité humaine a un impact sur le réchauffement climatique. Alors comment ça se traduit en France depuis une centaine d'années ? Ben voilà, ça c'est les chiffres de Météo France qui datent de 2017 et on voit bien que progressivement il y a une élévation des températures moyennes chaque année. 2019 a encore été cet été un bel exemple. Alors qu'est-ce qu'on risque ? Eh ben, le GIEC en 2013 nous disait bon, il y a plusieurs scénarios. Si on fait gaffe, on réussira à rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100. Par contre, si on continue comme on fait aujourd'hui à consommer les énergies fossiles que l'on consomme aujourd'hui, on se dirige plutôt vers du plus 4. Bon, voilà, ça c'était 2013. Très récemment, là, en septembre 2019, il y a une étude conjointe du CEA, du CNRS et de Météo France qui a repris les modèles de calcul qu'ils ont fait tourner pendant plus d'1 an avec des logiciels de plus en plus puissants, etc. Et en gros, la conclusion, c'est plus on affine les calculs, plus on se rend compte que c'est pire que ce qu'on croyait, quoi. Donc là, les différents scénarios que vous voyez, c'est selon, encore une fois, les quantités de gaz à effet de serre qu'on émet, on sera entre plus 2 et plus 7. Ok, plus 2, plus 7. Alors 5, 6, 7 degrés de plus, est-ce que ça veut dire que j'aurais juste enlevé mon pull, quoi ? Finalement, 5 degrés, bon voilà. Pourquoi pas ? Sauf que, et là j'utilise une illustration qu'a utilisée Jean-Marc Jancovici il n'y a pas très longtemps. Voilà ce qui nous sépare d'il y a 20 000 ans, quand il faisait 5 degrés de moins à l'échelle de la planète. Là, vous avez une représentation de l'Europe. Donc à gauche, il y a 20 000 ans, vous aviez une Europe qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Vous aviez un gros glacier de 3 km d'épaisseur sur les pays du nord de l'Europe. Vous aviez une espèce de toundra sèche et froide sur toute l'Europe centrale et de l'Est. Et vous n'aviez qu'une toute petite partie, enfin, il n'y avait quasiment rien qui était cultivable, quoi. On n'avait pas du tout la même vie végétale et animale. Donc voilà, 5 degrés, c'est pas juste un pull en moins. Là, je vais vous donner l'exemple du moins 5 degrés. En revanche, ce dont on parle avec les chiffres du GIEC, là, c'est plus 5 degrés en un siècle. Alors que ça, c'est 5 degrés en 20 000 ans. Donc l'enjeu aussi, il est sur la rapidité du changement. La planète n'a jamais vécu un changement aussi brutal, aussi rapide. Donc retenez aussi cette idée-là. Alors, parmi les travaux faits par les scientifiques, et là, en l'occurrence, c'est Météo France, ils ont essayé de voir ce que ça donnerait en termes de vagues de chaleur. Donc en abscisse, vous avez le nombre de jours, la durée des vagues de chaleur, et en ordonnée, les températures. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, la canicule de 2003, elle est là. C'est-à-dire qu'il a fait à peu près 30 degrés pendant entre 15 et 20 jours. Et les projections donc, des scientifiques là-dessus, c'est de dire si on va vers les scénarios les plus élevés et qu'on continue à consommer autant d'énergie qu'on le fait aujourd'hui,
vous avez voilà, des périodes de canicule de potentiellement jusqu'à 100 jours à plus de 30 degrés, quoi. Donc des choses qui sont juste hallucinantes. Donc, le message, c'est pas 5 degrés, on enlève un pull, c'est chaque demi-degré compte. Et ça, c'est hyper important. Alors, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis un sacré bout de temps. Certains ont développé une super musculature assez dissymétrique, mais bon, voilà. Et voilà, juste pour citer les paroles de Jean Jouzel, que vous connaissez peut-être, hein, qui était membre du GIEC et glaciologue. Donc, voilà, il le dit, plus on dépasse les 2 degrés, plus les phénomènes climatiques deviennent prégnants et forts. Avec 1,5 degré, on pense pouvoir s'adapter. Ce sera plus difficile à 2 degrés et pratiquement impossible à 4. Donc après, voilà, risque de conflit, accroissement des inégalités entre les pays pauvres et riches. Voilà, c'est pas des conséquences légères, évidemment. Alors sur toujours cette idée de chaque demi-degré qui compte, l'une des conséquences de ce réchauffement climatique, il y en a énormément, mais là je vous en cite une, c'est la fameuse élévation du niveau de la mer. Donc pareil, on s'attend, d'après les projections, à ce que le niveau de la mer augmente de 1 mètre. Donc 1 mètre, pareil, on se dit c'est pas beaucoup. Eh ben, c'est pas beaucoup 1 mètre, mais à l'échelle de la planète, ça a un certain nombre de conséquences. Et notamment celui des fameux réfugiés climatiques. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément ces chiffres-là en tête, mais il y a environ 40 millions de réfugiés climatiques par an. C'était 20 millions il y a 5 ans. Donc il y a une petite progression déjà. Mais surtout les prévisions des scientifiques, donc il y a plusieurs chiffres qui circulent, là, notamment l'ONU, qui prévoit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Et l'IPBES, hein, qui est l'équivalent du GIEC dans le domaine de la biodiversité, prévoit 700 millions. Et donc, alors je ne sais plus si c'est 2050 ou 2100, mais j'allais dire que ce soit 2050 ou 2100, le problème est quasiment le même. Ce qui est certain, c'est que l'élévation des 1 mètre dont je parlais tout à l'heure, donc elle qui est prévue pour 2100, elle représente 600 à 700 millions de personnes qui vont devoir bouger. L'autre famille de problèmes, c'est celle des maladies. Vous avez peut-être entendu parler de moustiques porteurs de la dengue. Donc, on sait qu'il y a le moustique tigre, par exemple, qui a commencé à arriver dans le sud de la France. Voilà, ces changements climatiques-là, évidemment, ils ont aussi tendance à modifier les équilibres écologiques et à faire venir des espèces qui ne sont pas endémiques de la région où aujourd'hui. Donc voilà, pour terminer, enfoncer le clou, ça c'est Gaël Giraud, donc le chef économiste de l'Agence française de développement, qui dit voilà, si l'Inde et l'Asie deviennent invivables, ça représente plus de 3 milliards de personnes. Et effectivement, il y a des scénarios où on parle, c'est plus en millions qu'on parle, mais en milliards de personnes qui pourraient bouger. Donc ça, on est d'accord, c'est des scénarios qu'on peut qualifier de catastrophes. Donc c'est vraiment si on fait rien. Le problème, c'est qu'on ne fait pas grand-chose, en fait. On va en parler. Alors, j'en dis quelques mots sur la partie agricole, qui sera un peu développée par les intervenants suivants, mais il faut savoir qu'aussi le réchauffement climatique a des impacts sur les rendements agricoles. Et donc, il y a des chercheurs américains et d'autres qui ont étudié un peu la question. Et on sait qu'un degré d'élévation moyenne de la température planétaire, ça peut réduire environ 6% le rendement du blé, pour le riz 3,2% et pour le maïs c'est 7% environ de baisse. Donc ces chiffres peuvent être discutables, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un impact sur le rendement évidemment des cultures. Et puis dans le dernier rapport de l'ONERC aussi, on insiste sur le fait que d'ici 2100, les sécheresses agricoles seront en grande intensité et qu'on n'aura jamais connu jusqu'à présent. Donc tout ça pour dire, dans un monde à plus 4 ou plus, il y aura un gros problème de sécurité alimentaire. Ça, c'est une certitude. Alors à qui la faute ? Parce qu'on peut se poser la question, oui, mais alors bon, qu'est-ce que je peux faire moi ? Et puis est-ce que c'est pas la faute des Chinois finalement ? Bon, ils ont essayé d'inventer le réchauffement climatique, finalement on s'aperçoit que c'est
c'est peut-être vrai. Eh bien, voilà une répartition des émissions de gaz à effet de serre par habitant et par région mondiale, on va dire. Donc vous avez, pour vous expliquer le graphique, à gauche, Amérique du Nord, ça représente 13,9% des émissions de gaz à effet de serre pour 2 à 300 millions d'habitants. Et c'est pas le plus important. La Chine représente 24% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est le premier contributeur. L'Europe des 28, c'est à peu près 9%. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la notion de responsabilité individuelle. Et ça, c'est représenté par la hauteur des barres. Donc vous voyez qu'un Américain moyen, il est autour de 20 tonnes équivalent CO2 par an, quand un Chinois et un Européen est en moyenne autour des 10 tonnes. Alors qu'un Indien, lui, il est à 2 ou 3 tonnes. Donc ça vous donne, ça commence à nous permettre de répondre à qui la faute. Un peu à tout le monde, surtout à certains, évidemment. Alors on focalise sur la Chine aujourd'hui, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est l'histoire finalement des émissions de gaz à effet de serre. Ce graphique-là, il vous montre finalement les émissions cumulées de gaz à effet de serre depuis 1750 par les différentes régions du monde. Et en jaune, vous avez l'Europe. C'est-à-dire que effectivement, l'Europe a été a commencé à brûler du charbon il y a très longtemps. Et finalement, on peut en voyant ce graphique-là, et on voyait que la Chine, c'est la partie rouge, la Chine et l'Asie, c'est la partie rouge, qui est effectivement en train d'exploser. Mais on peut dire qu'on a une sorte de dette, l'Occident et notamment l'Europe, par rapport à tout ce qui a été déjà émis dans l'atmosphère. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est pas faux, mais c'est que c'est la faute des grandes entreprises. C'est la faute de l'industrie, c'est eux qui polluent comme des... Je ne vais pas dire le mot, mais enfin qui polluent beaucoup. Et effectivement, donc on estime qu'il y a une centaine d'entreprises qui représentent 70% des émissions mondiales de carbone. Le seul truc, c'est que quand on regarde quelles sont ces entreprises, c'est principalement des énergéticiens qui font du pétrole, du gaz, du charbon, de l'électricité, etc. Donc en fait, c'est vrai que ce sont ces entreprises qui polluent à 70%, qui correspondent à 70%, sauf que sans ces entreprises-là, on ne peut plus mettre de carburant dans nos voitures, on ne peut plus se chauffer ou s'éclairer à l'électricité, et de manière plus large, on va devoir fortement réduire notre consommation de biens matériels. Donc on a une part de co-responsabilité, vous le comprenez bien. On peut se dire aussi c'est les riches, c'est la faute des riches en fait, parce que c'est eux qui polluent le plus. C'est vrai que c'est les riches qui polluent le plus. Les 10% des gens les plus riches dans le monde représentent à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ce que vous voyez là-haut. Et 50% des gens les plus pauvres ne sont responsables que de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Salaud de riche, moi j'ai envie de dire, hein, on est d'accord. Ouais. Sauf que avec un smicard français, il fait partie des 10% les plus riches du monde. Quelqu'un qui gagne 2500 € par mois, il fait partie des 1% les plus riches du monde. Donc là, ça commence à devenir un peu gênant, quoi. Parce que moi déjà, je me sens un peu moins bien dans mes baskets. Je pensais que je faisais pas partie des riches et que j'avais pas grand-chose à me reprocher. En fait, un petit peu quand même. Alors, on peut se demander, du coup, alors le français moyen, si c'est pas les riches, c'est pas que les riches, le français moyen, comment il se positionne là-dedans? Le français moyen, vous savez, vous avez retenu peut-être, je crois que je l'ai cité précédemment, mais c'est quoi l'empreinte carbone d'un Français en tonnes de CO2 par an? Ouais, une dizaine, ouais, tout à fait. C'est ça, alors c'est un peu plus, en réalité, c'est 12. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, l'empreinte carbone d'un Français, c'est effectivement 12 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Comment ça se répartit? À votre avis, c'est quoi qui pèse le plus lourd dans notre quotidien? Les transports?
Ouais, les transports, ça représente 2 tonnes 9, donc quasiment 3 tonnes. On va le positionner comme ça. Donc ça, c'est les transports. 2 tonnes 9, donc on voit que la voiture a une part importante dans ces 2 tonnes 9. Ensuite, vous diriez quoi? Le chauffage, bien vu. Ah, mais vous êtes fort, hein. Le logement, de manière générale. Donc le logement, 2 tonnes 7. Et on voit qu'à l'intérieur du logement, ce qui pèse lourd, c'est l'énergie. Effectivement, donc on retrouve le chauffage dont vous parliez. Ensuite, vous diriez quoi? Communication. L'informatique, tout ça. Alors ça en fait partie. C'est dans la catégorie biens de consommation. Hop. 2 tonnes 6. Alors, on retrouve effectivement ce que vous disiez sur l'informatique électronique Internet, qui est le gros morceau, mais aussi l'habillement et tous les autres biens de consommation qu'on a au quotidien, quoi. Et il reste un truc. Eh ben ouais, il faut quand même bien qu'on se nourrisse. C'est marrant, on le dit qu'à la fin, mais oui, c'est ça. Ceci dit, vous avez bon sur l'ordre de grandeur, hein. Donc on est passé de 2 tonnes 9 à 2 tonnes 4, donc c'est en moyenne l'alimentation qui pèse le moins lourd, mais on voit bien que les ordres de grandeur sont similaires. Donc en fait, l'empreinte carbone d'un Français, c'est un 4 quarts, grosso modo, hein, c'est un 4 quarts. Le truc que j'ai pas dit, c'est que ce petit jeu-là, il est fait de manière à ce que la longueur de chaque carte est proportionnelle au chiffre. Donc visuellement, vous avez une idée que voilà, les 12 tonnes, ça représente ça en longueur de papier. Alors, il n'y a personne qui a fait maths sup ici, du coup? Il manque un petit truc pour arriver à 12, c'est les services publics. Parce que, on est d'accord qu'on est tous allés plus ou moins à l'école, on a tous utilisé un hôpital ou des infrastructures publiques. Et ça représente, c'est-à-dire que sans rien faire, dès que je me lève le matin, j'ai 1 tonne 5 équivalent CO2 en fait, qui est porté donc par ces services publics. Donc voilà, ça c'est la décomposition. Bon, je suis passé assez vite sur l'alimentation, hein, j'insiste quand même sur le fait que c'est surtout la consommation de viande et de poisson qui pèse lourd en fait dans l'empreinte carbone de notre alimentation. Maintenant, est-ce que vous savez à combien il faudrait qu'on passe pour rester sous les 2 degrés? 3 tonnes? Combien? Qui dit mieux? 5 tonnes? 4 tonnes? Ok. C'est 2 tonnes. C'est 2 tonnes en fait. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Donc ces 2 tonnes-là, ils ont été déterminés en faisant un calcul simple. C'est qu'on sait la quantité de gaz à effet de serre qu'on a le droit d'émettre d'ici 2100 pour rester sous les 2 degrés. Et on a divisé cette quantité par 7 milliards d'habitants, grosso modo. Et on arrive à 2 tonnes. Donc, alors c'est même pas 2100, c'est 2050. 2 tonnes, et on part de 12. Vous voyez l'effort. L'autre truc qui est assez marquant, c'est que, quelle que soit la carte que je prenne les transports, je suis au-dessus des 2 tonnes. Le logement, je suis au-dessus, biens de consommation, etc. Donc finalement, je peux pas me dire ouais bon bah je vais arrêter de manger de la viande et puis ça ira quoi. Bah non. En fait, il faut que je travaille sur chacun des piliers du quotidien pour réussir à passer sous les 2 tonnes. Donc ça, c'est déjà un premier renseignement important. Alors, si je vous donne quelques exemples pour bien comprendre, mais si je mange de la viande 1 fois par jour, bah, je suis à 2 tonnes. Donc j'ai déjà perdu, quoi. Un steak de 125 grammes de bœuf tous les jours, bah, game over. C'est bon, je peux plus jouer, je peux plus me déplacer, je peux plus me loger, etc. Si j'ai une maison chauffée à 22 degrés qui est très peu isolée, en moyenne, ça va représenter 1 tonne 6. Donc il me reste un peu de place, mais il va vraiment falloir que je me serre la ceinture sur tout le reste, quoi. Autant vous dire que ça va être très très compliqué.
Par contre, si j'ai isolé ma maison par l'extérieur et que je me chauffe au bois, bah là j'ai une petite chance parce que ça représente que 0,2 tonnes de CO2. Donc je peux continuer à jouer. Tiens, un truc, ouais. Si je me dis, bon allez, j'ai fait un gros effort, j'ai isolé ma maison, j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai le droit de partir en vacances quand même. D'accord ? Je prends l'avion. Je vais aller à New York. Ben non, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes. Eh ben non, je peux pas non plus. Bon, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Transport, 10 000 km en voiture, pareil, on est au-dessus des 2 tonnes. Bon, ok, c'est sympa. Du coup, je vous passe évidemment le jeu, parce que c'est un jeu qu'on a développé chez Résistance Climatique. Il existe des cartes avec des solutions pour chaque thème, hein. Donc notamment sur l'alimentation, le fait de passer de limiter fortement la consommation de viande vous permet de réduire fortement votre alimentation. Et il est possible comme ça de cumuler toutes les cartes de chaque thématique pour arriver à tenir dans les 2 tonnes. Le seul sujet qu'on n'a pas encore traité, c'est celui des services publics, parce que lui ne dépend pas que de notre choix individuel, il rejoint plutôt l'action collective et citoyenne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit effet spécial grandiose? J'enchaîne. Donc ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Un tableau synthétique qui a été fait par un site Ravigène, où vous retrouvez donc par thématique transport, logement, biens de consommation, alimentation, services. Le détail est qu'il faut évidemment réussir à passer de 12 à 2. Du coup, à qui la faute? Finalement, la question n'est plus vraiment là, quoi. À qui la faute quand on sait qu'il faut surtout ne pas attendre, mais qu'on doit vraiment bouger rapidement? Pourquoi ? Parce que là, vous avez une illustration graphique du temps qu'il nous reste pour rester sous les 1,5 degré. Alors, vous savez peut-être que la COP21 en 2015, elle s'est conclue par OK, on a trouvé un accord à plus de 100 pays pour rester sous les 1,5 degré ou 2 degrés. Pour rester sous les 1,5 degré, il faudrait aujourd'hui qu'on commence à réduire fortement nos émissions. Donc, la pente que vous voyez là représente la décroissance des émissions qu'il faudrait atteindre pour rester sous les 1,5 degré à la fin du siècle. Et si on continue à émettre autant qu'on le fait aujourd'hui pendant encore 7 ans, ce quota, ce crédit, il est cramé. C'est-à-dire qu'on atteindra les 1,5 degré si on continue comme ça. Si on se dit, bon ok, on va essayer de rester sous les 2 degrés, on a un peu plus de temps. Mais vous voyez bien que la courbe, la pente de l'effort à fournir, il reste colossal, quoi. Donc c'est urgent. Bon, on le dit, c'est redit par beaucoup, mais c'est toujours intéressant d'avoir une vision concrète sous les yeux. Alors quelles sont les solutions ? On en a une petite idée avec le jeu que je viens de vous faire sur le fil. Alors ce que nous on porte chez Résistance Climatique, alors c'est pas l'emblème de Résistance Climatique, vous connaissez peut-être Hamilton, donc c'est un coureur de Formule 1, je crois le meilleur d'ailleurs, enfin je suis pas un spécialiste, mais... Et ce monsieur s'inquiète pour la planète et il est prêt à tout abandonner, figurez-vous. Donc il s'avère qu'il est déjà végétarien, il a effectivement une certaine conscience écologique. Tout ça pour dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est déjà une question individuelle. Vous l'avez vu en fait, il n'y a pas de miracle technologique qui va nous sauver sans rien changer à nos modes de vie. Ça n'existe pas. Donc, il faut prendre conscience de l'effort à fournir et puis il faut se mettre dans une dynamique intellectuelle qui aille dans ce sens. Et donc, Résistance Climatique, c'est un mouvement qui a été créé par Gildas Véret il y a 1 an à peu près, et auquel je fais partie, et je fais partie des fondateurs. Et l'idée, c'est justement de se dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester sous ces 2 tonnes ? On pense profondément que pour trouver une solution, il faut qu'on commence à l'incarner personnellement, individuellement.
qu'on arrête de dire c'est la faute des autres, c'est la faute des Chinois, des riches, des industriels, etc. On voit bien qu'on est dépendant de tout ça. Donc il faut qu'on commence à l'incarner personnellement. Et on a essayé du coup de voir quel était le niveau d'effort qu'il fallait fournir pour arriver à ces 2 tonnes. Et on a trouvé 4 actions indispensables. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, ces 4 actions. La première, c'est j'arrête de prendre l'avion. Ça, c'est fini. Vous l'avez vu, vous faites un aller-retour Paris-New York, c'est déjà 2 tonnes de cramé, on est déjà game over. Donc l'avion, c'est fini. La voiture, il faudrait qu'on arrive à passer en dessous des 2000 km par an et par personne. C'est pas beaucoup, c'est très peu, c'est très dur, mais les chiffres sont là, quoi. Il faudrait se nourrir donc, bio, local, de saison, et surtout réduire énormément notre consommation de viande. Ce qui pourrait passer, c'est manger de la viande 1 à 2 fois par mois. Ne plus acheter d'appareils électroniques neufs, vous en parliez, monsieur, mais ça, on l'a vu, ça a un gros impact. Et puis de manière générale, limiter fortement nos achats de biens neufs, puisque quel que soit, même l'habillement représente un impact très, très lourd. Et puis, une 4e action qui est aussi importante que les autres, c'est celle de ne pas rester dans son coin à faire ses efforts et se dire « moi j'ai fait mon job, j'ai rien à me reprocher, je suis en dessous des 2 tonnes, advienne que pourra ». On sait bien que ça ne suffira pas et l'idée c'est justement de se mettre en mouvement à l'échelle collective et d'interpeller l'État, les entreprises, etc. Donc voilà le cœur du mouvement résistance climatique aujourd'hui, c'est vraiment d'initier une démarche personnelle et cohérente pour générer un effet d'entraînement, et puis c'est la force de l'exemple quelque part. Alors aujourd'hui, il y a 1600, donc le chiffre qui est là n'est pas bon, mais il y a 1600 personnes qui se sont engagées. Okay. 1600 personnes qui se sont engagées sur ces 4 actions. Donc elles n'ont pas signé une pétition sur Internet, disant il faut attaquer Pierre-Paul Jacques, etc. Ça c'est bien, c'est important, mais elles ont surtout signé un engagement moral pour changer leur mode de vie pour arriver à atteindre ces 4 actions. Un petit focus sur l'agriculture qui sera développé par la suite. L'agriculture dans le monde, c'est 14% plus 13% de déforestation, c'est voilà, un bon quart des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 1/3. Entre la partie agriculture, sylviculture et toute l'énergie qui est dépensée pour transporter cette alimentation, la transformer, etc. C'est 1/3. Les 2 problèmes majeurs qu'on observe, c'est les engrais de synthèse, qui représentent la partie à droite, les 49% N2O, protoxyde d'azote, c'est ce qui est émis notamment lors de la production des engrais et lors de leur transformation dans les sols. Donc ça va émettre un gaz qui a un fort pouvoir de réchauffement climatique. Donc voilà, les engrais de synthèse, c'est en gros la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Deuxième, c'est le méthane, 40%. Donc ça provient surtout de l'élevage. Et le troisième, 10%, c'est le CO2 qui est émis par les machines agricoles. Donc gros enjeu sur la réduction de la consommation de viande, on l'a vu. Hein. Le simple fait d'arrêter de manger de la viande rouge, par exemple. Là, vous avez une illustration de Éco2 Initiative. Ça permet de diviser presque par 5 l'empreinte carbone de son alimentation. Ça nous paraît impossible, mais il y a encore pas si longtemps, on mangeait 4 à 5 fois moins de viande. C'est très très récent dans l'histoire de l'humanité, cette consommation de viande. On a l'impression que c'est une évidence, mais c'est très récent, ça n'a jamais été une évidence. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que 80% des céréales et des légumineuses qu'on produit sont destinées à l'alimentation animale. Et on a calculé qu'avec tout ce que produit la France en céréales et légumineuses sur son territoire, on pourrait nourrir 400 millions de personnes. Donc le fameux débat de la bio ne nourrira pas la planète, c'est un faux débat. C'est surtout qu'il faut changer notre alimentation. Il est possible que la bio ait des rendements un peu plus faibles, mais si on change notre consommation de viande, il y a largement de quoi nourrir la planète. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus d'animaux. Hein. On est en train de dire qu'il faut réduire. Est-ce que la France était une friche il y a un siècle ? Ah ben, il y avait beaucoup moins de gens qui mangeaient de la viande et pourtant la France n'était pas une friche. Donc c'est pas supprimer, c'est réduire fortement. L'autre truc important, c'est stocker du carbone dans le sol.
Vous avez peut-être entendu parler de ce projet qui s'appelle 4 pour 1000, qui a été lancé il y a quelques années, et qui dit en gros la chose suivante, c'est que si on augmente de 4 pour 1000, donc 0,4%, la quantité de carbone présente dans le sol, dans les sols agricoles notamment, on pourrait capter la totalité des émissions de gaz à effet de serre émises chaque année. Donc le sol, il y a un gros réservoir, une grosse capacité de stockage de CO2. Alors comment on stocke le carbone dans le sol ? 5 grandes idées, 5 grandes pratiques. Ne plus laisser un sol à nu et moins travailler le sol. Donc par exemple les techniques sans labour. Introduire davantage de cultures intermédiaires, intercalaires, notamment des fixateurs d'azote. Développer les haies, les bordures sur les parcelles agricoles. Donc, on parle d'agroforesterie notamment. Optimiser la gestion des prairies, allonger la durée des pâturages et restaurer les terres dégradées, par exemple les zones arides et semi-arides du globe. Alors, il s'avère qu'il y a un avantage à la bio. Donc là, je passe rapidement, je vous renvoie vers les rapports 2016 de l'ITAB et de l'INRA et d'autres rapports qui concluent qu'il y a, voilà, la bio est plus adaptée au changement climatique. Elle a l'avantage de réduire notamment ses émissions de protoxyde d'azote puisqu'elle n'utilise pas d'engrais de synthèse, mais aussi elle semble plus adaptée aux évolutions du climat, notamment avec cette notion de diversité génétique qu'il faut développer. Ça ne veut pas dire que la bio est parfaite aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est peut-être le point de départ qui est le plus intéressant d'améliorer. Et à ce sujet, je vous renvoie vers un document qui est très pertinent, qui décrit à mon sens bien la solution. C'est celle des fameuses CTS en agriculture biologique, donc couverts végétaux, travail superficiel du sol et semi-direct. Donc ça, c'est un document qui a été fait par la FNAB il y a 1 ou 2 ans, qui détaille assez bien du coup un certain nombre de pratiques et des témoignages d'agriculteurs qui mettent en pratique ces pratiques agricoles dans la bio. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, les enjeux, c'est de diminuer fortement le cheptel animal, passer au non-labour, bio, semi-direct. Alors traction animale, c'est un peu pour la boutade ça, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui vont assez loin déjà et qui essayent de développer des outils un peu plus résilients que ceux que l'on a là. Et que finalement l'agriculture pourrait passer du statut de problème aujourd'hui, puisqu'elle représente, on l'a dit, entre 1/4 et 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, elle pourrait passer de problème à solution en justement captant et stockant le carbone dans le sol. Il y aura aussi le sujet du gaspillage alimentaire qu'il faudra résoudre, puisque vous savez qu'environ 1/3 de ce que l'on cultive à l'échelle planétaire est jeté à différentes étapes du cycle de vie. Et puis, on pourrait se poser aussi la question de l'autonomie alimentaire des villes, des villages. Là, je vous renvoie vers un travail qui a été fait par l'Institut Momentum il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de voir comment devait évoluer l'Île-de-France en 2050 pour tendre vers l'autonomie alimentaire. Premier constat, c'est qu'on devrait passer de 12 millions d'habitants à 6 millions d'habitants, puisque sinon le territoire n'a pas la capacité d'être autonome en alimentation. Et l'autre truc important, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est la part d'employés agricoles, quoi. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est moins de 3% des emplois qui sont dans l'agriculture. En 2050, ça devrait être à peu près 45%. Voilà, et donc les paysages pourraient évoluer de cette sorte. Une illustration, c'est une fiction évidemment, mais je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Parc des Princes, exactement, porte de Saint-Cloud. Voilà, je vais conclure par cette phrase de Jean-Marc Jancovici. Un monde qui ne s'occupe pas du changement climatique, c'est un monde conflictuel, violent, dans lequel vous pouvez oublier les promesses de croissance perpétuelle. Le plus, pour tout le monde, la paix est le seul problème qui est de savoir comment on fait revenir les touristes japonais à Paris. Je peux vous assurer qu'on aura d'autres chats à fouetter. Voilà, et merci. Je me présente, donc Jérôme Lamonica, moi je suis le responsable de l'équipe énergie et environnement à la Chambre d'agriculture du Jura. J'ai une autre casquette également, donc je suis le référent départemental de la thématique d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, et également le référent régional pour la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté.
Donc je remercie le CFPPA et notamment Hugo de m'avoir invité ce soir. Et donc on m'a demandé pendant une petite vingtaine de minutes donc, de vous parler des effets des impacts sur l'agriculture. Donc je vous rassure tout de suite, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, la personne qui est sur la photo, donc, ce n'est pas moi. Je ne porte pas de lunettes et il n'a pas de barbe. Donc je vais vous proposer rapidement, donc on va revenir quand même sur quelques notions incontournables, même s'il y a des choses quand même qui ont été débattues tout à l'heure, quelques rappels climatiques, et puis on va voir si on peut adapter ou pas l'agriculture du Jura. Donc pourquoi quelques notions incontournables? En fait, on s'aperçoit qu'on est inondé de beaucoup d'informations aujourd'hui, notamment dans les médias, et qu'il est important, il me semble, de remettre un petit peu les choses à leur place. Alors tout d'abord, on parle souvent d'adaptation au changement climatique, on a beaucoup parlé d'atténuation également. Donc ce sont deux termes en fait qui ne sont pas du tout à opposer, mais qu'on doit mener, il me semble, en parallèle. Donc s'adapter au changement climatique, hein, c'est s'attaquer en fait aux conséquences, et on cherche à réduire sa vulnérabilité. Et puis l'atténuation, donc les émissions de gaz à effet de serre, mais on va essayer d'aller traiter les causes, et on va essayer donc de les limiter et voire les réduire. Ensuite, météo et climat. Alors c'est important puisque c'est quand on commence à poser ces deux définitions, on commence à rentrer dans une tenaille temporelle qui va poser problème notamment aux exploitants agricoles. La météo, donc on parle d'événements à court terme, et le climat est posé par les scientifiques sur un pas de temps minimum de 30 ans. En dessous de 30 ans, on ne parle pas de climat. Et lorsque je suis sur mon exploitation agricole, si on parle que de projection climatique, et si on parle que de pistes d'adaptation à 30, 50 ou à la fin du 21e siècle, vous comprenez bien que ça commence à coincer. Et les agriculteurs cherchent à avoir des solutions pour demain et non pas pour après-demain ou les générations suivantes. Et puis, c'est ce qu'on verra plus tard, les projections des climatologues qui sont très importantes pour comprendre ce qui se passe et pour savoir où on pourrait aller. Mieux comprendre, ça permettra de mieux adapter, de mieux nous adapter, et puis de pouvoir définir la meilleure stratégie sur son exploitation agricole. Alors, quelques rappels climatiques. Je voudrais commencer par une évolution de la température mondiale. C'est un travail qui est suivi notamment par la NASA, qui va vous montrer en fait une évolution de la température depuis 1880 jusqu'en 2018. Vous allez voir, c'est une évolution qui est proposée, ce qu'on appelle sous forme d'anomalie, c'est-à-dire en fait une différence de température par rapport à la période de référence, qui est la période de 1951-1980. Et vous voyez la petite échelle ici. Donc plus je vais monter dans le rouge, plus je vais prendre des degrés par rapport à la période de référence, et plus je descends dans le bleu, et ben, c'est des parties qui vont refroidir. Donc je fais ma petite manip. Et là c'est parti. En bas, en fait, vous avez les années qui vont défiler. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, eh bien, on va dire que dans les années 20, on n'avait pas encore trop chaud. Et puis vous allez voir que les années 50 vont commencer à arriver. On voit concrètement aussi qu'il y a une différence sur la prise de température par rapport aux latitudes et par rapport aux hémisphères. Et vous allez voir, voilà, donc là, voilà, on arrive en 2018. Ça a peut-être été trop vite pour certains. Ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est l'accélération. Ça n'a pas été beaucoup insisté tout à l'heure, mais depuis les années 70. Voilà, bon, on a pris notre coup de chaud. Donc, rapidement, parce que je ne voulais pas m'étendre dessus, ça a été démontré tout à l'heure dans la première présentation. Donc, quand même, je voulais vous rappeler que le climat n'évolue pas à la même vitesse en France et dans le monde. On l'a vu un petit peu rapidement sur la démonstration du film de la NASA. Notamment, en fait, les prises de température sur les continents est beaucoup plus importante que sur les océans. Ce qui fait que globalement, on a une température moyenne en France qui est beaucoup plus importante que la température moyenne dans le monde. Donc on a un réchauffement qui est beaucoup plus rapide en France. Et puis sur le côté des précipitations, on le verra tout à l'heure avec des projections,
On a une augmentation des cumuls annuels sur la moitié nord, et puis bien évidemment une diminution des cumuls sur le pourtour méditerranéen qui commence à s'accentuer. Mais il y a très peu de différence sur le cumul des précipitations. On verra que c'est surtout sur la répartition, notamment sur les projections climatiques, qui pointent des différences. Je voulais également revenir rapidement quand même sur la répartition des gaz à effet de serre. Ici, je vous propose une comparaison. À l'intérieur du cercle, en fait, vous avez la répartition par secteur d'activité dans les années 90. Et puis ici, à l'extérieur, en fait, nous sommes en 2017. Donc ici, je ne vous parle pas du tout de tonnes, de quantité, juste une répartition. Ici, en vert, vous avez en fait l'agriculture, donc qui est passé de 17 à 19. Et ici, ce sont les transports, ça a été pointé tout à l'heure, notamment l'augmentation avec la voiture. Ce qui est important, en fait, avec cette slide, ce que je voulais pointer, et ce qui a été très bien dit tout à l'heure, c'est que c'est bien l'affaire de tous. Et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, chacun a sa part. Et on n'est plus à l'heure du départ pour savoir qui est le plus gros ou qui est le plus faible. On voit bien que tout le monde participe aux émissions de gaz à effet de serre. Alors ici, je vais vous proposer une nouvelle animation. C'est un travail qui a été fait par la NASA en 2006, qui a tenu à modéliser en fait les émissions de CO2 pendant toute une année. Donc, vous avez en bas à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est les jours qui se défilent. Donc, nous sommes au mois de janvier. Et vous avez en fait tout le flux en fait du CO2 qui est au niveau de l'hémisphère nord. Donc là, on va travailler avec les saisons. Et puis, par rapport à l'échelle, plus ça va être rouge, plus les concentrations en CO2 sont importantes. Donc, on parlait tout à l'heure un petit peu des plus grands pollueurs. Bah, tout d'un coup, quand on est au mois de mars, on commence à voir vraiment les gros foyers en fait, d'émissions de gaz à effet de serre. Là, on va avoir, je vais accélérer un tout petit peu. Donc là, nous sommes au mois d'avril. Alors là, c'est le pic. Vous voyez tout l'hémisphère nord qui est très rouge. Donc c'est-à-dire une concentration de CO2 qui est très, très, très importante. Et dès le mois de mai, juin, on va commencer à ralentir. Donc il y a bien évidemment l'effet en fait, du démarrage de la végétation qui a débuté. Pour certains, on va commencer à partir en vacances. Hein. On est au mois de juin. Ça fait bien longtemps qu'on a coupé également nos chauffages. Là, le mois de juillet, je pense que malheureusement, comme ça a été dit, certains vont prendre l'avion ou prendre la direction du sud de la France. Ralentissement en fait, de l'activité économique. On a un changement de saison, mais on voit quand même que les foyers, notamment ici, sont très faibles dans l'hémisphère sud par rapport à l'hémisphère nord. Et puis, la fin de l'été va arriver, septembre, donc c'est la reprise de l'école. Le froid va arriver, les chauffages vont se remettre en route. L'activité économique va redémarrer de plus belle. Arrêt de la végétation. Et on est reparti sur la concentration de CO2. Donc là, on est très rouge. Et puis, si on va pour Noël ou le 31 décembre, on a le même effet. Donc toujours pour vous présenter quelques rappels. Hop. Donc ici, je voulais vous faire un petit rappel au niveau de la stratégie nationale bas carbone en France, qui a été posée en 2015 et qui nous pose des objectifs. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, en fait, une neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire en fait qu'on soit en capacité de capter autant en fait de gaz que ce qu'on émet. Avec des paliers, vous en avez 3, avec des budgets qui seraient normalement alloués. Et la stratégie a été posée en fait en fonction de tous les secteurs d'activité que je vous ai montrés tout à l'heure qui participent aux émissions de gaz à effet de serre. Donc chacun doit y contribuer, et notamment l'agriculture, avec un objectif à l'horizon de 2050 de réduire à peu près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il pose déjà des pistes dans la stratégie, développer l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture de précision, notamment donc, pour réduire au maximum les surplus d'engrais azotés, la bioéconomie,
Et puis un travail autour de l'alimentaire. Alors je vais reprendre un petit peu le schéma qui a été posé tout à l'heure, ça tombe bien, on a le même. La petite chose que je vais rajouter, je ne sais pas si vous avez très bien vu, donc ça c'est les prises de température en fonction des scénarios des émissions de gaz à effet de serre. Donc le RCP 8.5, donc qui est normalement à l'époque posé par le GIEC en 2013 le scénario le plus pessimiste, sauf qu'aujourd'hui on est sur cette pente-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est que la planète aura une inertie. Et quoi qu'on décide aujourd'hui, de toute façon, on ne verra pas les effets à peu près pas avant 2040. Donc c'est bien nos choix d'aujourd'hui qui vont conditionner les effets de demain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la messe climatique est bien dite jusqu'en 2040. Que l'origine humaine des émissions de gaz à effet de serre n'est plus à prouver aujourd'hui. Et puis que les concentrations de CO2 continuent à augmenter. Notamment, a été dit tout à l'heure, les seuils de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'en avril 2018, sur l'observatoire à Hawaï, à Mauna Loa, on a franchi pour la première fois de notre histoire les 410 ppm. Normalement, pour tenir le scénario de gaz à effet, le scénario à plus 1,5, plus 2 degrés, normalement on devrait être aux alentours des 410 ppm. Donc ça veut dire qu'on y est déjà. Et puis, deux phrases qui me paraissent très importantes autour de l'adaptation et de l'atténuation. Donc, adaptation, je me sauve moi-même, donc c'est gérer l'inévitable. Et l'atténuation, donc je sauve mes enfants et j'évite l'ingérable. Alors, peut-on adapter l'agriculture du Jura? Ça, c'est une bonne question. Eh ben, je vais dire oui. Donc, je vais essayer de vous rassurer. En tout cas, je le crois. Alors comment? En anticipant l'évolution du climat. C'est en connaissant peut-être ce qui va se passer demain qu'on sera en capacité peut-être de s'adapter. Donc ici, en fait, par exemple, on a une évolution projetée du nombre de jours de gel par an en France sur 3 pas de temps. Ici, on est dans les années 76-2005, ici 2021-2050 et ici 2071-2100. Et puis si je zoome sur le Jura, on s'aperçoit globalement, entre la période de référence et puis la fin du XXIe siècle, que globalement, j'ai un nombre de jours de gel qui va diminuer, puisque je suis en bleu clair. Je serai sur entre 20 et 30 jours, alors que j'étais facilement sur le Haut-Jura à une 90 à 100 jours. Donc ça va faiblir, mais surtout, a priori, j'aurai toujours du gel. Donc, c'est-à-dire dans les stratégies d'adaptation de l'agriculture, pour ceux qui penseraient que demain on n'aura plus de gel et je vais pouvoir m'affranchir de certaines choses dans mes pratiques, non, le gel sera toujours là. Alors pour anticiper l'évolution du climat, dans le réseau des chambres d'agriculture, nous avons développé un outil qui s'appelle Climat 21. C'est un outil en fait qui nous permet de travailler en fait par rapport à des années de référence, les années 70, avec 2 pas de temps, un futur proche, les années 2030, et un futur lointain, les années 2100. C'est un outil qui nous permet de poser 2 types d'indicateurs, des indicateurs climatiques, donc on va travailler avec les températures, les précipitations, et des indicateurs agroclimatiques en fait, qui nous permettent en fait, vraiment de travailler autour des pratiques agricoles et des itinéraires techniques. On travaille avec des données spatialisées, c'est-à-dire sur un carré et un maillage au niveau de la France de 8 km par 8 km. Donc on est presque en capacité de projeter à l'échelle d'une commune. Donc je vous ai dit que c'était un outil donc, développé dans le réseau des chambres. En jaune, vous avez à peu près tous les départements qui sont déjà lancés dans l'aventure Climat 21, dans le réseau des chambres d'agriculture. Et en Bourgogne-Franche-Comté, il nous manquait que la Nièvre qui s'est lancée cette année. Alors, comment on peut s'adapter à l'agriculture? Déjà, il va falloir faire face à un climat plus chaud. Et puis, je vais vous proposer un petit voyage. Ici, je vous ai positionné en fait Lons-le-Saunier avec une température moyenne annuelle dans les années 70, d'après la modélisation, une température moyenne de 10,4 degrés. Et puis, sur le même pas de temps, je vais positionner Valence dans les années 70 à 12,2 degrés. Avignon, 14,2, et puis Le Canet, donc on est un peu au-dessus de Toulon. Et puis je vais me projeter, et je vais déjà me projeter sur un futur proche, donc dans les années 2030-2050.
J'emmène Lons-le-Saunier à une température moyenne de 11,9 degrés. Donc on se situe juste sur la température, hein, je ne vous parle pas d'autres indicateurs, juste au-dessus de Valence. Si je retiens un scénario de gaz à effet de serre plutôt intermédiaire, donc pas le plus pessimiste, pas le plus optimiste, sur la fin du XXIe siècle, j'ai une température moyenne de 13,6, donc je serai juste au-dessus d'Avignon. Et puis, si je tiens compte de la pente qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire sur notamment le scénario RCP 8.5, comme on dit, j'emmène Lons-le-Saunier en fait à la hauteur du Canet. Donc en fait, on glisse. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va se retrouver avec le climat quand même du Canet, hein, voire d'Avignon. En termes de température, en tout cas, on risque de descendre vraiment en direction du sud, c'est-à-dire que notamment sur les pistes d'adaptation, il faudra sûrement regarder un peu plus ce qui se passe vers nos collègues du sud plutôt que ceux du nord. Si je continue nos projections, il faudra faire face à un climat plus sec. Ici, vous avez une projection des cumuls de pluie sur la commune de Saint-Aubin. Donc là, on est sur la plaine d'Auloise, avec toujours mes 3 pas de temps, les années de référence, les années 2030 et les années 2080. Et ici, dans ce petit tableau, vous avez un résumé en fait du cumul des pluies. Ici, en fait, vous avez la médiane. Donc, vous voyez bien que, en fonction des pas de temps, j'ai une baisse du cumul des pluies. Et ce qui est quand même intéressant à pointer ici, c'est que ici, dans les années 70, j'ai 803 mm, ce qu'on appelle au premier décile. Ça veut dire clairement qu'une année sur 10, j'avais moins de 803 mm qui pouvaient tomber. Et à la fin du XXIe siècle, c'est plus une année sur 10, c'est une année sur 2 où j'aurai moins de 800 mm. Donc on voit quand même qu'on fera face à un climat beaucoup plus sec. Et du coup, il faudra faire face donc à une baisse de la ressource en eau. Et vous savez bien que faire de la culture, c'est compliqué sans eau. C'est un travail là, qui a été mené par Gilbert Daillon, qui nous montre en fait une évolution en fait, de la ressource en eau. Vous avez ici la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque là, on va s'intéresser à une évolution projetée des débits saisonniers, des cours d'eau, et on voit clairement en fait que sur les périodes hivernales, donc nous, en tout cas, notamment sur le Jura, je ne parle pas de nos voisins bourguignons, en tout cas, sur la période hivernale, on aurait encore du débit saisonnier, puisque si je suis en vert, je prendrai quelques pourcents par rapport à la période de référence des débits, les années 60-90. Là, je suis projeté sur les années 2035-2065. Et puis, quand je vais arriver déjà au printemps, j'en aurai encore un petit peu, mais par contre, sur la période estivale, ça va commencer à s'assécher, et également sur la période septembre, octobre, novembre. En ce qui concerne les projections, je vais vous proposer ici un petit schéma. Cette fois-ci, je vous emmène à Ritrébier, donc on est à 790 mètres, où, toujours sur cette période de référence, j'ai posé plusieurs indicateurs. Ici, vous avez la température moyenne mensuelle sur les années donc, de 1961-1990. Donc elle est posée là. Et puis j'ai voulu pointer également le nombre de jours où j'avais une température supérieure à 27 degrés, sur la période du 1er mai au 31 octobre. Sur cette période-là, 0. Au moins c'est simple. Vous savez notamment qu'au-dessus de 27 degrés, ça va avoir un impact sur la pousse de l'herbe. Également, je vais avoir un impact aussi sur les bêtes, une chute de la production, notamment laitière. J'ai pointé ici un seuil de température, ce qu'on appelle le seuil 300 degrés, qui me permet de piloter, de mettre mes bêtes à l'herbe. Donc là, on voit qu'on est plutôt sur la deuxième quinzaine d'avril. Et ici, les 800 degrés, c'est la date de début des fauches de l'herbe, pour faire le foin. Ici, plutôt fin mai. Et là, je vous emmène à la fin du XXIe siècle avec un scénario toujours intermédiaire. Ce n'est pas le pire. Ici, vous avez une augmentation de la température, c'est-à-dire que par rapport à chaque mois de l'année, je vais prendre globalement des degrés, et notamment sur juillet-août. J'ai pointé également le nombre de jours supérieurs à 27 degrés. Cette fois-ci, entre le 1er mai et le 31 octobre, à la fin du XXIe siècle, on aura 45 jours. Donc, sur cette période-là. Et puis, je me suis intéressé également à la pluviométrie.
Au niveau de la pluviométrie, en fait, on s'aperçoit en fait que je risque d'avoir beaucoup plus de pluie sur janvier à avril, un tout petit peu plus d'octobre à décembre et d'être complètement en déficit, notamment de juin à septembre. Au niveau du calendrier, donc sur la date de mise à l'herbe, on voit presque que je remonte le calendrier d'un mois, pareil pour les fauches. Ça me dégage notamment, surtout une période ici, trop chaud, trop sec. Ça aura un impact notamment sur la pousse de l'herbe et sur mes bêtes. Ici, ces deux courbes en fait, vous représentent un petit peu la pousse de l'herbe, notamment celle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, du moins qu'on connaissait. Ici, celle qu'on aurait notamment plutôt sur la fin du XXIe siècle. C'est-à-dire que plutôt pour notre département, donc les bêtes mises à l'herbe, qu'on voit pâturer l'été, ce qui risque, c'est que dans les prairies, c'est qu'on n'ait plus rien. Pourquoi ? Si j'ai des températures supérieures à 27 degrés, notamment après la fauche du mois de mai, je serais trop chaud pour avoir une repousse, donc j'aurais plus rien. Et puis, supposons que je ne sois pas chaud, je risque d'être complètement en déficit aussi de pluie. Oui. Et il me reste... Ah, le chrono ne fonctionne pas très bien. J'avance, j'arrive presque à la fin. Ça pose aussi les questions pour aller travailler aussi sur les parcelles, puisque notamment sur la période de janvier à avril, si je dois aller faire des épandages, si j'ai des sols aussi qui sont complètement détrempés, ça va être compliqué de rentrer aussi sur les parcelles. Donc on voit que le défi de l'agriculture va être sa capacité à pouvoir composer avec l'ensemble de ces indicateurs. Ça nous invite justement à peut-être repenser les systèmes agricoles. Ici, en fait, l'agriculture, ce petit schéma montre que l'agriculture a travaillé tout le temps avec le climat et avec les conditions météorologiques. Avec le temps, c'est ce qu'on appelle ici la zone de confort, on travaille de manière interannuelle avec une certaine variabilité. Et puis, on avait ce qu'on appelait les années atypiques, les accidents climatiques, et notamment les exploitations agricoles avec une certaine résilience économique qui leur permettait de passer le cap, puisque c'était plutôt une année sur 10, une année sur 15 ou une année sur 20. Et puis avec le changement climatique, si je prends l'exemple, par exemple, d'une évolution de la température, le défi de l'agriculture, ça sera que cette zone de confort en fait, se déporte en fait, vers le haut, c'est-à-dire que je vais commencer à devoir travailler avec les extrêmes, et on verra que de manière interannuelle, la variabilité est encore plus importante. Ce qui m'invite pas simplement à, quand on appelle adaptation de l'agriculture, à essayer de poser des rustines et adapter en fait l'agriculture d'aujourd'hui, mais bien à se réinterroger par rapport à ces systèmes agricoles et ces pratiques pour essayer de trouver des véritables pistes d'adaptation pour répondre aux enjeux climatiques de demain. Donc, s'il faut retenir rapidement que les projections climatiques sont réalisées par les climatologues et utilisées notamment dans les travaux du GIEC. Donc, elles nous permettent de décrire les évolutions climatiques en fonction des émissions de gaz à effet de serre, des scénarios. Et puis, si on ne s'adapte pas, ça va être de plus en plus compliqué. Et les trois défis de l'agriculture à relever, donc l'avancée des stades phénologiques, la ressource en eau et l'aléa climatique. Les pistes d'adaptation, il faudra travailler autour de son pilotage, des réserves en eau, des variétés, du matériel, des nouvelles techniques. Donc, je n'ai pas le temps de pouvoir rentrer dans le détail. Je vais essayer de respecter le timing. Et moi, je terminerai plutôt par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. » Merci. Merci Jérôme pour ta présentation. Je vais donner la parole à Olivier Ponsimol qui va nous présenter quelles mesures de mobilisation citoyenne il existe aujourd'hui. Effectivement, j'ai travaillé pendant 15 ans au niveau d'une grande société du CAC 40 que j'ai quitté il y a 1 mois et demi. Et la société que j'ai montée n'est pas à Chalon-sur-Saône, c'est là que je suis né, mais elle est en Picardie en fait. Mais comme tout se déplace vers le sud, en fait, peut-être que bientôt elle sera à Chalon-sur-Saône. Alors, plutôt que de rentrer dans des grands débats de ce que chacun de nous peut faire, l'idée de ce soir, c'était de vous montrer un exemple
Et quel que soit l'exemple d'engagement qui est choisi par chacun d'entre vous, l'important c'est, comme le disait Arnaud, de faire quelque chose. Il faut commencer à prendre le taureau par les cornes, et le faire individuellement a beaucoup moins de poids que si on s'associe à plusieurs. Alors il faut savoir que Citoyens pour le climat héberge en fait la partie française d'un groupement mondial qui s'appelle Little Citizens for Climate, qui est justement cette population des jeunes de 13 à 18 ans, on va dire, 13 à 20 ans, et qui parlent de changement climatique entre eux. Plutôt que d'avoir un vieux schnock comme moi qui est dépassé les 40 ans pour expliquer les enjeux, là, ce sont vraiment des jeunes qui parlent à des jeunes. Ça nous paraît une manière de passer l'information qui est beaucoup plus pertinente. Et donc ce groupe Little Citizens for Climate a des ambassadeurs un petit peu partout. Il en a plusieurs en France. Certaines, parce que c'est plutôt les filles qu'on a vues, sont passées à la télé à différentes occasions. Et puis d'autres ambassadeurs au niveau de l'Europe, donc Belgique, Pays-Bas, dans Suisse, et puis aussi loin que le Bangladesh. Le Bangladesh qui a vraiment besoin d'ambassadeurs, parce que s'il y a bien un pays qui va disparaître quasiment le premier, en tout cas pays continental, en termes de montée des eaux, ce sera le Bangladesh. Et donc, ils s'échangent des informations, des vidéos. Donc, je mets le lien. Je pense que Hugo pourra ensuite, surtout pour s'il y a des élèves du lycée, faire passer le lien pour rejoindre cette communauté-là. Alors, ce qui m'a fait un petit peu rigoler, c'est qu'on ne s'était pas du tout mis d'accord sur les présentations avec Arnaud. Arnaud vous a parlé d'une espèce de secte qui s'appelle Ravigène. Je ne sais jamais si c'est Ravigène ou l'inverse. Et puis vous a montré en fait quelqu'un qui s'était engagé à changer complètement son mode de vie dans résistance climatique, un jeune homme d'origine indienne qui s'appelle Vipulan. Donc, Résiste Janvier, qui est derrière le blog, est un citoyen pour le climat de Saint-Brieuc, et Vipulan était jusqu'à il n'y a pas longtemps un des ambassadeurs de Little Citizens for Climate.